Lambert sait réellement tout faire. Il est grand, il est beau, il est puissant, il a du charme. On ne peut pas se passer de lui. Et oui, Lambert Wilson, c'est le roi de la métamorphose. Il joue... Il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Il chante... La bicyclette. Il danse... Et parfois, il fait même les trois dans des comédies musicales en anglais. Il joue le méchant avec accent dans la série des Matrix et met également en scène Racine, Lagarce et Marivaux. Il guinche sensuellement sur Luxor de Philippe Catherine. Mais se fait aussi maître de cérémonie du Festival de Cannes. Mais d'où lui vient cette passion pour la transformation? Ce qui importe pour lui, me semble-t-il, c'est de privilégier l'instant, de le vivre pleinement, quelle qu'en soit l'occasion, dans une espèce d'inlassable curiosité de l'autre. Ils sont d'une autre espèce. Lors de ses débuts au cinéma, les rôles de jeunes premiers tourmentés et romantiques lui tendent les bras sous la direction de grands metteurs en scène comme Téchiné, Zulawski ou Chabrol. En 1989, comme un cadeau du ciel, il interprète l'abbé Pierre dans Hiver 54, succès populaire aux 2 millions de spectateurs. Et il voit Dieu une deuxième fois avec le triomphe de Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois en 2010. Mais de l'homme de foi, il peut aussitôt passer au grand patron cruel. Je vous invite à vous y installer. Maintenant? Eh bien oui, maintenant, ça veut dire tout de suite, allez. Au boulot. C'était le rôle du méchant, auquel il était d'ailleurs un petit peu réticent. Il faut dire une chose, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Justement, c'était bien disons, d'essayer de lui donner un rôle un petit peu inquiétant, un rôle de cynique. Ça fait quelqu'un qui a monde. beaucoup de couleurs. Ce qui fait que toutes ces qualités, elles s'additionnent. Elles lui donnent une culture que je trouve magnifique. Et puis coup de théâtre du dandy ténébreux, il décide, comme il le dit, de délivrer son idiot intérieur. Il fait alors montre d'un sens fou de l'autodérision en re de deux snobissime dans Jet Set de Fabien Antoniente, en prince fumeur de pétard dans Palais Royal de Valérie Lemercier, et même en dictateur à paillettes fan de Céline Dion dans Le Marsupilami. Mais surtout, il nous fait partager son amour du chant et de la comédie musicale à l'américaine, peu présentée en France. C'est ça qui est formidable, c'est d'avoir quelqu'un qui est en même temps un acteur et qui a une très bonne maîtrise, très grande contrôle de la musique, de sa voix, et qui peut donc servir le théâtre musical comme cela. Quand est-ce qu'on travaille ensemble? Quand est-ce que tu reviens sur la scène du Châtelet? Quand est-ce qu'on travaille ensemble? Et oui, Lambert Wilson, tout le monde est unanime. Vous savez tout faire, mais on vous a quand même trouvé un petit défaut. Le seul défaut de Lambert, il est d'une maladresse rare. Moi, j'ai quand même vu Lambert Wilson être incapable de changer une ampoule dans une scène. Voilà, ça vous donne juste l'idée de ce qu'est le rapport de cet homme avec les objets. Alors, il y a beaucoup de sollicitations, hein. Tout le monde veut retravailler. Il y a du beau monde. Ouais. Ça m'a ému de revoir Jacques Lassalle, Bertrand Tavernier. C'est vrai que Jérôme Salle a raison. J'ai un rapport très difficile avec le monde pragmatique, les objets. Je suis un peu trop dans les idées et dans l'impatience. Oui, ou quand même à l'aise dans le corps. Ah, je suis plus à l'aise, effectivement, pour danser que pour changer une ampoule, ça c'est sûr. Alors, tout ça a commencé, en fait, en Angleterre, puisque vous êtes allé pour apprendre ce métier, Lambert Wilson, à Londres. Vous aviez l'impression que c'était à l'anglo-saxonne qu'on apprenait ce métier? J'avais entendu ça dire par mon père, ancien directeur du TNP, le comédien George Wilson, que les acteurs anglais étaient mieux formés. Et c'est vrai que quand j'étais adolescent, je n'allais pas voir les films français, j'allais voir les acteurs anglais et américains. J'étais fan de Dustin Hoffman, de Robert Redford. Et en Angleterre, il y avait des acteurs comme Alan Bates, Julie Christie. Et je me suis dit, d'une part, je serai en paix, je serai loin de mon père et on me fichera la paix. D'autre part, je deviendrai bilingue et en plus, j'aurai une bonne formation. Et je ne regrette vraiment pas ces 3 années passées à Londres, ça a été merveilleux. Alors, on vous a vu au théâtre, il y a souvent eu des grands textes que vous avez interprétés, bien sûr. On vous a vu dans Bérénice, dans La Célestine. Est-ce que vous êtes vécu comme un acteur classique au départ? Complètement, j'étais complètement considéré comme un acteur de théâtre et je revendiquais ça complètement. Je pense que j'ai été un petit peu impressionné par ce que mon père avait accompli et que je voulais lui plaire en faisant du théâtre avant tout, alors que ma passion profonde, c'était le cinéma. Je savais que les acteurs devaient se former au théâtre
Mais je rêvais de cinéma, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que vous avez fait de la mise en scène de théâtre, parce que lui était un grand metteur en scène. Oui, il m'avait toujours dit, les acteurs ne doivent pas simplement attendre la béquille des metteurs en scène, ils doivent eux-mêmes mettre en scène leurs camarades, parce qu'on comprend vraiment les choses de notre métier quand on est obligé de préparer un spectacle et de diriger les autres. J'ai fini par le mettre en scène dans Bérénice en 87. Et puis surtout, il respectait beaucoup, alors parce que c'était pas du tout le monde du théâtre, ou en tout cas pas le monde de son théâtre, il aimait beaucoup quand je chantais. Ça l'impressionnait beaucoup parce qu'il aimait la musique, il nous avait appris la musique à mon frère et à moi, et ça le bluffait. Au cinéma, on voit dans des genres très différents, et notamment dans des comédies. Quand avez-vous pris conscience de votre pouvoir comique? À Londres. Il y a eu un moment dans les années 95 où ça marchait un petit peu moins au cinéma. J'ai accepté une proposition de faire une comédie musicale à Londres, au Théâtre National, avec l'immense actrice Judi Dench. Et pendant 9 mois, j'ai joué un personnage ridicule, une sorte de dragon de l'armée suédoise, très vaniteux et pompeux. Et je me suis ridiculisé en l'assumant complètement. Et en revenant en France, j'ai rencontré Anna René qui m'a proposé un moyen de continuer à me moquer de moi-même dans On connaît la chanson. Et là, j'ai senti que le clown intérieur pouvait sortir. Et en faisant ça, j'ai perdu toutes mes inhibitions. Ce qui fait que maintenant, je crois qu'on peut me demander absolument n'importe quoi, je n'ai plus peur de rien. Mais vous avez aussi une forme de plus grande confiance en vous, d'une façon générale. Oui, mais il y avait des pudeurs. Encore récemment, j'ai tourné une comédie avec Juliette Binoche et Camille Cotin cet été. Il fallait que je joue nu. Et j'avais cette pudeur, il me restait cette zone-là. Et finalement, j'ai percé l'abcès et j'étais nu devant une équipe pendant toute une journée. Bon, on ne verra pas tout à l'écran, mais c'était la dernière zone de pudeur qui me restait. Voilà, elle a disparu. Et puis il y a eu des films d'auteur, on a vu. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière qui l'ont fait basculer? On a parlé des Hommes et des Dieux, on a parlé de l'Abbé Pierre. Oui, en fait, au départ, j'ai été repéré par des metteurs en scène intellectuels comme Téchiné, Zulawski. J'avais dessiné ce jeune homme fiévreux, un petit peu tourmenté. À chaque fois, j'ai voulu casser, parce que j'avais une sorte de conflit de désir. Je voulais en même temps être un acteur respectable et intérieur, et en même temps avoir une carrière internationale très hollywoodienne, parce que c'était mon fantasme. D'ailleurs, vous avez joué Matrix, vous avez... Oui, mais ça, c'était plus tard. Oh, j'ai fait des films ridicules, comme un film avec Brooke Shields qui s'appelait Sahara en 1983. Et là, je me suis dit, non, mais c'est ridicule, il faut revenir au travail et de théâtre et de films d'auteur. J'ai sans arrêt... je crois que si je devais faire une autobiographie, je l'appellerais Conflit de désir.